Bonjour à tous. Voilà, comme évoqué à l'instant avec David, je vais vous présenter les résultats des différentes études de botanique qui ont été menées par le Conservatoire botanique national sud-atlantique depuis 2019. Alors, je vais défiler parce que je ne sais pas. Je fais marche arrière. Très bien. Ces différentes études elles prennent place dans le cadre des mesures d'accompagnement à la construction de la LGV-SEA, donc en parallèle des mesures de la séquence ERC. Elles prennent place sous forme de 2 articles de l'arrêté interpréfectoral, avec donc l'article 24.1 qui porte sur des études d'amélioration des connaissances sur 6 espèces protégées de la flore de Nouvelle-Aquitaine, et l'article 24.2 qui porte donc sur des suivis à l'échelle de sites notamment liés à des mesures compensatoires de la LGV. Concernant les études d'amélioration des connaissances, elles visent en un bilan stationnel à l'échelle de 5 départements de Nouvelle-Aquitaine, donc les 4 départements du Poitou, Charente et la Gironde, qui portent donc sur 6 espèces, donc la crapaudine de Guyon, la globulaire commune, le lin de Léon, le gaillet boréal, l'odontide de Jobert et le piment royal. Ce bilan stationnel, il consiste d'une part à une étude bibliographique avec une extraction des données des différentes bases de données, une consultation de l'ensemble des naturalistes en fait, et des structures naturalistes des départements concernés afin d'avoir un état des lieux de la répartition de ces espèces à l'échelle des départements visés, qui a été suivi en fait de grandes prospections de terrain pour voir ce qu'il en était en fait de leur maintien sur chacun des départements, donc savoir si sur chaque station historiquement connue, l'espèce était toujours présente, quels étaient les effectifs ou les menaces qui pouvaient peser sur elle, et dans la mesure du possible, essayer de voir quels en étaient les propriétaires pour faire des portées à connaissance. En plus de ce bilan stationnel, il y avait une amélioration des connaissances sur les habitats pour la crapaudine de Guyon et l'odontide de Jobert. Alors, je vous propose de commencer avec un petit bilan pour la crapaudine de Guyon, qui est une espèce de sauce arbrisseau qu'on retrouve dans les pelouses calcaires très sèches et qui, chez nous, est en fait une sous-espèce endémique qu'on retrouve dans le Quercy, en Dordogne et dans les Charentes. C'est une espèce donc protégée en Poitou-Charentes et vulnérable sur la liste rouge régionale, avec une étude qui a été débutée en 2019 et qui s'est poursuivie en 2020 sur la Charente et la Charente-Maritime. Alors, lors de l'état des lieux, on a recensé quelques 48 stations et on a retrouvé ensuite 40 d'entre elles ainsi que 26 nouvelles stations pour un total de 66 stations de cette espèce sur les Charentes, concentrées principalement sur les vallées calcaires péri-angoumoisines autour d'Angoulême, un petit peu en forêt de la Braconne et autour de Cognac, et avec une forte dégradation de l'aire de répartition de l'espèce sur la Charente-Maritime où il ne demeure qu'une seule station, et avec donc des noyaux de population assez importantes avec des belles populations encore présentes autour d'Angoulême. Concernant l'amélioration de la connaissance sur les habitats, il y a un peu plus de 80 relevés phytosociologiques qui ont pu être réalisés et on a donc pu confirmer que l'espèce était présente globalement dans la quasi-totalité des cas dans des pelouses calcaires xérothermophiles et plus particulièrement sur les pelouses du Cederitedo guyoni Colerietum valesianae, donc les pelouses à crapaudine de Guyon et à Colérie du Valais, avec 2 sous-associations, une typique des vallées calcaires péri-angoumoisines et une autre qui correspond à un cortège atténué, notamment sur craie. Et pour à peu près un tiers des stations, on se trouvait sur des pelouses un petit peu ourlifiées qui sont en fait des stades dynamiques d'évolution du milieu vers des ourlets. On passe maintenant à la globulaire commune qui partage à peu près les mêmes habitats que la crapaudine de Guyon, donc des pelouses calcaires très sèches, connues surtout des vallées calcaires péri-angoumoisines et présente seulement en Charente pour le Poitou-Charentes, sinon on la retrouve sur les marges du Quercy pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, qui est une espèce donc qui se trouve aux alentours d'Angoulême en isolat géographique, qui est protégée en Poitou-Charentes et quasi menacée sur la liste rouge régionale, avec une étude qui a été menée de 2019 à 2020.
Donc là, on a retrouvé la quasi-intégralité des stations connues, avec plus de 20 nouvelles stations découvertes. Avec une petite spécificité, c'est qu'on a confirmé la présence de l'espèce au sein de coteaux marneux du Montmorillien, alors que techniquement, on supposait l'espèce, par rapport à son écologie proche du Quercy et de l'Angoumois, d'être seulement sur des pelouses sur le calcaire dur. Et donc, on peut aussi la trouver sur des marnes xérophiles. C'était assez intéressant de pouvoir confirmer ça. Et on est sur une espèce qui n'est pas menacée à l'échelle du département, mais à noter quand même qu'on a une station d'une importance capitale pour la sauvegarde de l'espèce qui concentre plus de 60% des effectifs départementaux. Donc c'est sur les Meulières de Claye et Chaumes du Vignac. Et j'en termine avec les espèces de l'Angoumois avec le lin de Léon, qui est pour le coup une espèce à tendance annuelle qu'on retrouve donc sur les pelouses particulièrement ouvertes, qui est vulnérable en Poitou-Charentes et qui a été étudié sur la Charente, sachant qu'on le retrouve en Nouvelle-Aquitaine seulement autour des chaumes calcaires d'Angoulême, qui débordent un tout petit peu sur la Dordogne. Et sur 20 stations connues historiquement, on en a retrouvé 16, ainsi que 10 nouvelles stations. Et là, pour le coup, on est sur un constat un petit peu plus alarmant parce que pour une espèce annuelle, elle peut être pérennante, mais elle est majoritairement annuelle sur les chaumes d'Angoulême. On était à un peu moins de 5000 individus en tout, avec 2 stations qui concentraient plus de la moitié des individus, donc beaucoup de stations avec très peu d'individus. Je passe maintenant au gaillet boréal, qui pour le coup est une espèce des prairies humides oligotrophes sur calcaire. Donc avec les populations poitevines, donc des Deux-Sèvres et de la Vienne, qui se trouvent au nord d'une grande aire de répartition atlantique qui part du nord de la péninsule ibérique et qui remonte donc jusqu'au Poitou-Charentes. Donc une étude qui a été menée de 2019 à 2020 sur les Deux-Sèvres et la Vienne. Et là, pour ces 2 départements, sur 31 localités historiques, le gaillet boréal n'a été recontacté que sur 16 d'entre elles, avec 7 nouvelles stations, mais surtout beaucoup de stations non revues, avec une forte régression liée en fait à la disparition de l'habitat de l'espèce, comme le disait Estelle tout à l'heure, une forte régression des prairies naturelles, notamment de fauche, à l'échelle de la région. Concernant l'odontite de Jaubert, donc là on est sur une espèce annuelle parasite des poacées, donc des graminées, qui est endémique des plaines françaises, notamment des bassins aquitains et parisiens, qui est protégée au niveau national, vulnérable sur la liste rouge d'Aquitaine et quasi menacée sur la liste rouge de Poitou-Charentes. Et l'étude a été menée sur 3 ans, de 2019 à 2021, sur la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne et la Gironde. Donc là, on est sur une espèce qui est beaucoup plus répandue sur le territoire régional, avec, au terme de l'étude en 2021, près de 260 stations observées entre 2015 et 2021, dont 126 nouvelles stations, sachant que le nombre a beaucoup augmenté encore depuis lors, avec un taxon qui apparaît encore relativement commun, notamment en Charente et Charente-Maritime, malgré des impacts cumulés aux abords des grandes agglomérations notamment. Un taxon encore bien présent, bien qu'un peu plus localisé en Vienne, et en revanche un taxon très rare avec moins de 10 stations côté Gironde. Donc, comme pour la crapaudine, il y avait une étude d'amélioration des connaissances, avec plus d'une centaine de relevés phytosociologiques qui ont été réalisés. C'est une espèce capable de coloniser une certaine diversité d'habitats sur calcaire, avec une prédilection pour les pelouses xérophiles et les friches et jachères, notamment celles avec des ourlets à origan assez importants. À savoir qu'on a quand même noté l'espèce sur des habitats ponctuels avec plusieurs populations au sein des dunes grises, notamment sur l'île d'Oléron et l'île de Ré. Au sein d'ourlets thermophiles, notamment dans la Double, avec des habitats très très particuliers, et aussi en bord de culture, sachant que c'était l'écologie dominante de l'espèce autrefois au moment de sa description, et notamment au courant du 19e siècle, où on donnait cette espèce comme étant principalement messicole, ce qui n'est pratiquement plus le cas aujourd'hui. Cette étude a aussi permis d'étudier un petit peu l'infraspécificité
de l'odontite de Jaubert, sachant qu'au moment de la réalisation de l'étude, les flores donnaient deux variétés un petit peu types, donc la var jaubertianus qui est la variété typique, qui correspondait à plus de 90% des stations observées sur les quatre départements d'études, qui a donc des fleurs blanc-crème lavées de rose, et la variété chrysanthus, qui est plus sur des habitats à plus forte naturalité, donc les ourlets, les pelouses, qui, elles, correspondaient à seulement 3%. Sachant qu'on a trouvé plusieurs stations qui étaient clairement des intermédiaires entre les deux variétés, voire des intermédiaires avec d'autres espèces d'odontites. Et également une petite particularité sur les populations dunaires qui, elles, ont des fleurs blanches monochromes. Et pour terminer avec ces études d'amélioration de connaissances, il y a également eu le cas du piment royal, qui est un arbuste des zones tourbeuses qu'on retrouve en Poitou-Charentes dans la double Saintongeaise, qui est donc protégé à l'échelle du Poitou-Charentes et quasi menacé à cette même échelle, avec une étude qui a été menée en 2021, donc sur la double en Charente et Charente-Maritime. Et pour cette espèce, au terme de l'étude, on avait un petit peu plus de 100 stations modernes recensées et 15 découvertes de nouvelles stations. Donc les 6 rapports d'études sont disponibles sur le portail de l'Observatoire environnemental de la LGVSEA. Et je passe à la deuxième partie des programmes portés par le CBNSA avec les suivis d'espèces rares qui concernaient 3 sites. Donc d'une part l'étoile d'eau sur le département de la Vienne, avec un bilan stationnel et des suivis notamment sur les sites Seine de Fontaine-le-Comte. Et sinon, un suivi sur les marais de la Virvée, sur la commune de Cusac-les-Ponts en Gironde, et le suivi de l'Angélique des Estuaires et de l'Onante de Foucault sur les berges de la Dordogne, au niveau du viaduc de la LGV. Alors, concernant le suivi de l'étoile d'eau, c'est une espèce qui est protégée au niveau national, en danger sur la liste rouge nationale et vulnérable en Poitou-Charentes. C'est une espèce qui a fait l'objet d'un bilan stationnel à l'échelle du département de la Vienne en 2019-2020, qui était connu sur 16 communes de département historiquement, et qui a été revu sur seulement 4 d'entre elles pour seulement 7 stations au total, dont beaucoup avec des effectifs vraiment très faibles. On a 2 stations avec des effectifs importants pour cette espèce à l'échelle du département. Et en plus de ce bilan stationnel, il y a eu un suivi des stations en mesure compensatoire, notamment sur la commune de Vouneuil-sous-Biard et Fontaine-le-Comte, où là les effectifs étaient fluctuants, mais quand même globalement stables. Là où c'était un petit peu plus mitigé, c'est sur les expérimentations d'introduction qui ont lieu sur ces mêmes sites, où là on a introduit plusieurs centaines de graines sur des mares recreusées récemment, et où ça a finalement très peu fonctionné. Donc il y a eu un suivi sur 3 à 4 ans, où là seulement quelques pieds ont pu être observés sur ces mares, avec plusieurs hypothèses, donc soit d'un piétinement trop important, d'une trop faible abondance de sable ou de silex sur ces mares-là qui empêcherait la bonne germination des graines, ou alors d'un pH qui était localement trop élevé. Ensuite, concernant le marais de la Virvée, donc c'est un marais qui est accolé à la LGV, c'est un marais relictuel qui est actuellement géré par une association de chasse locale, donc attenante à des parcelles qui elles sont gérées par le Seine mais en renaturation. Donc qui concernait 5 espèces protégées pour un suivi opéré sur 5 ans, donc de 2019 à 2023. Avec un bilan très mitigé parce que dès 2019 on s'est rendu compte que sur 5 espèces il y en avait 3 qui manquaient à l'appel, donc à savoir la graciole officinale, la pilulaire à globules et le nantes à feuilles de Sillaos, qui avaient été victimes globalement d'une fermeture assez avancée du marais en 2019. Et donc le suivi a majoritairement porté sur la geste des marais et la grande douve qui elle se maintenait avec d'importants effectifs en 2019. Cela étant, au cours des 5 années, on a observé une chute des effectifs de ces 2 espèces. Alors pour la grande douve, en 2019, on avait compté près de 900 pieds, pour finir à seulement 74 en 2023. Et pour la geste des marais, on était à un peu plus d'une centaine de pieds également, pour finir à seulement 6 observés en 2023.
Donc on est vraiment sur une situation critique pour ces espèces à l'échelle de ce marais, sachant que c'est des espèces qui sont elles-mêmes très menacées à l'échelle régionale. Et donc il y a plusieurs hypothèses de gestion qui semblent soit insuffisantes faute de moyens, soit partiellement inadaptées, avec une période de fauche qui est déjà assez inadaptée parce qu'elle a lieu en juillet sur le site, ce qui est la période de floraison habituelle de la Grande Douve et de la Gesse des Marais. Et sinon, le marais lui-même n'est géré que sur une fraction du site. Donc on observe une forte progression des espèces ligneuses et une eutrophisation sur l'ensemble du site, avec notamment un surdéveloppement du liseron des haies dans les roselières, qui est l'habitat de prédilection de ces deux espèces, et également un atterrissement des zones humides. Et pour les berges de la Dordogne, donc le suivi concernait l'angélique des estuaires et le Nantes de Foucault, qui sont des espèces endémiques des estuaires atlantiques français, toutes les deux protégées au niveau national. Et là, sur l'emprise de suivi, on était sur des effectifs plutôt faibles, de l'ordre de la dizaine de pieds pour l'angélique, relativement stable dans le temps, et d'une vingtaine de pieds pour le Nantes de Foucault, relativement stable aussi, avec néanmoins de fortes menaces à l'échelle des deux berges, avec soit d'importantes zones qui ne sont pas gérées avec un embroussaillement, notamment par la ronce ou les ligneux, l'expansion des espèces exotiques envahissantes et en particulier la vigne vierge, ou à l'inverse, les secteurs proches des cabanes de pêche qui eux sont fauchés extrêmement souvent, ce qui empêche les espèces de développer, et localement l'érosion des berges aussi qui peut être importante. J'ai peut-être été un peu rapide, mais bon, j'en termine avec les perspectives. Donc on a un objectif au CBNSA de continuer à travailler, mais à l'échelle de tout le territoire d'agrément sur 3 des espèces qui étaient concernées. Donc à savoir la Grande Douve, la Gesse des Marais et l'étoile d'eau, donc avec l'objectif de faire un bilan stationnel à l'échelle de tout le territoire d'agrément. Et plus particulièrement sur le marais de la Virvée, poursuivre la sensibilisation auprès des gestionnaires et se rapprocher de l'antenne Gironde du Seine pour faire du partage d'expérience sur les parcelles en mesure compensatoire de la LGV qui sont finalement peut-être les plus à même d'accueillir en fait la Gesse des Marais et la Grande Douve dans un futur plus ou moins proche. Et pour les berges de la Dordogne, entamer des discussions avec Méséa, notamment pour la gestion des mégaforbiers au droit des piles de pont de la LGV pour peut-être favoriser l'Angélique et le Nantes. Voilà. Et donc en fin de diapo, vous retrouverez les contacts des différents botanistes qui ont participé à ces différentes études. Je vous remercie. Une question qui est un peu d'ordre global par rapport à ta présentation et par rapport aux histoires de date de fauche, parce que ça revient très souvent dans la gestion et dans la gestion des sites de mesures de compensation. C'est le problématique de quand est-ce qu'on fauche et les retards systématiques des dates de fauche. Moi, c'est une question qui m'interroge parce que si on veut maintenir des prairies naturelles de fauche, on ne peut pas expliquer aux exploitants agricoles qu'ils vont faire du foin en 15 juillet. Dans une région dans laquelle tout le monde fait le foin au 15 juin et au 15 juillet, il n'y a plus de matière protéique dans le foin, donc ça n'a plus aucune valeur agricole. Je ne sais pas s'il y a matière à discussion là, mais je pense que c'est essentiel, que ce soit les sites de compensation, que ce soit d'autres sites, qu'on rentre bien dans une logique de gestion sur le long terme. C'était ça l'objet de ma remarque. Et puis de dire aussi que les espèces comme la Grande Douve et l'Athyrus palustris, que moi je connais dans d'autres régions, qui sont fauchées chaque année au 15 juin, qui s'en portent très bien. Donc qu'il n'y a pas du tout de besoin de retard de fauche sur ces espèces-là dans d'autres régions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on part systématiquement d'une logique, l'espèce est fleurie, elle ne va pas supporter, il faut faucher de plus en plus tard. Et en fait, on se rend compte avec l'expérimentation, tout simplement avec du bon sens paysan, qu'en fait, ces espèces-là, elles n'étaient pas du tout fauchées assez tardivement. Et elles étaient présentes avant sur ces espaces-là. Donc il y a d'autres phénomènes comme eutrophisation, comme d'autres choses qui ne sont pas forcément liées qu'aux dates de fauche. Je voulais juste mettre
Voilà, ouvrir cette discussion sur les dates de fauche, ça me paraît importante. C'est possible, hein, ça reste juste des hypothèses et peut-être que l'atterrissement des zones humides, c'est encore le plus gros danger qui menace ce marais-là, hein, c'est complètement possible. Vous évoquez notamment les 6 premières espèces, donc je tairai le nom effectivement. Vous n'avez pas donné à chaque fois de raisons pour lesquelles elles étaient en vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des raisons qui a priori paraissent évidentes? Alors vous en avez noté d'autres, il y a effectivement la disparition des marais, j'ai noté, donc là il n'y a pas de question, mais pour les autres, est-ce qu'on a quand même des pistes qui du coup pourraient enclencher les actions derrière? Oui, alors techniquement, donc pour les 3 espèces, les 3 premières espèces qui concernaient les chaumes calcaires de l'Angoumois, là c'est plus une question de déprise agricole avec une diminution en fait des pratiques de pâturage notamment, qui était la raison pour laquelle on a autant de chaumes calcaires sur cette portion-là du territoire. Et ensuite, pour les espèces qui sont plus liées aux prairies, là, c'est également plutôt lié en fait, à des arrêts de pratiques de gestion par la fauche au profit, par exemple, du maïs. Et pour l'odontite de Jaubert, là, c'est un petit peu plus délicat parce que le statut liste rouge, en tout cas en Poitou-Charentes, où elle est seulement quasi menacée, c'était peut-être lié à une méconnaissance de l'espèce au moment de la création de la dite liste rouge. Avec en fait beaucoup de travaux d'amélioration des connaissances, beaucoup de travaux liés au bureau d'études qui ont permis de voir que l'espèce était plus commune qu'on le pensait sur le territoire.